Nous allons revoir certains moments filmés de ces deux séances en classe afin d'identifier les étapes clés de cette séquence fondée sur l'investigation. Je vais vous montrer un document et vous allez me dire ce que vous en pensez déjà. Vous allez observer comme d'habitude quelle est la nature du document et ensuite ce que vous voyez. C'est les cratères de la Lune. Donc un cratère, c'est quoi? Oui. Un trou de météorite. Un trou de météorite. À quoi est due la taille des cratères? La taille de la météorite. La taille de la météorite. Je vais vous laisser réfléchir sur les hypothèses, chacun individuellement. Donc la question, je vais la noter. De quoi dépend la taille des cratères? Dans un premier temps, l'enseignant va poser une question à partir d'une photo conduisant à une investigation. Il détaille la première étape que les élèves devront mettre en place, l'écriture des hypothèses. L'enseignant fait le choix d'une discussion sur la nature du document et ce que l'on peut y observer avant de poser directement la question à ses élèves. D'autres choix peuvent être envisagés, comme celui de prolonger ce moment de discussion afin de faire émerger les questions des élèves et distinguer celles qui peuvent mener à une investigation. Voilà, vous allez essayer d'y répondre tout seul. On va marquer hypothèse ensemble, la question, et vous allez essayer d'y répondre. Vous avez tous compris ce qu'il faut faire là? Dans les 2-3 minutes qui suivent. Est-ce que tu vas voir un gros cratère, un moyen, un petit cratère? Un gros. Un gros. Pourquoi? Parce que le météorite est grand. Et comme... Marque ça déjà, ok? Tu as plus d'idées déjà. Les élèves rédigent individuellement leurs hypothèses. On voit d'ailleurs le professeur aider certains élèves à préciser les critères dont dépend la taille du cratère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les hypothèses? Tom? Ça dépend de la vitesse et de la taille de la météorite. Alors, la vitesse, la taille. Qui est d'accord avec Tom? Pourquoi sur la surface de la Lune, il y a des gros cratères, des moyens, des petits? C'est ça ma question. Moi je dis c'est un truc plus profond, si la vitesse est plus forte. Donc la vitesse va faire varier la profondeur. Donc je marque aussi ça. Une mise en commun des hypothèses est organisée au tableau à partir des écrits produits par les élèves. Lors de ce moment, l'enseignant reformule la problématique pour aider les élèves à préciser leurs hypothèses. On met quoi au matériel? J'ai une idée. On pourrait prendre une balle de ping-pong, mettre du coton, genre parce que ça peut se défaire le coton. Il faudrait une sorte de patte pour quand ça tombe. Ça fait un trou. Des billes aussi. Des billes. Ah oui. Les élèves travaillent en petits groupes pour élaborer leurs protocoles expérimentaux. Ils échangent notamment sur le choix du matériel. Le travail en petits groupes favorise l'émergence de différentes idées et leur confrontation. La mise en place de différentes stratégies pour répondre à une question, y compris les stratégies qui peuvent s'avérer non productives par la suite, est un levier majeur pour les apprentissages en sciences. Je vais vous proposer du matériel. Peut-être qu'on n'aura pas tout le matériel aujourd'hui. On peut, pour la semaine prochaine, continuer ces expériences, les faire évoluer, ramener d'autres matériels. Compris? J'ai des petits récipients type saladier, bol. J'ai des bassines. De la pâte à modeler, du couscous grain moyen, des billes de différentes tailles, puisque vous avez parlé de taille, hein, avec des diamètres différents. Le professeur propose aux élèves de travailler dans un premier temps avec du matériel qu'il a apporté. Ce matériel ne correspond pas toujours au choix préalable des élèves, mais l'enseignant propose éventuellement d'apporter d'autres matériels pour la séance suivante. Une autre option pourrait être de discuter du matériel proposé dans les protocoles expérimentaux et de sélectionner collectivement celui qui pourra être fourni de façon réaliste. On peut aussi présenter du matériel aux élèves avant la rédaction des protocoles et ainsi cadrer davantage les propositions. Regarde notre météorite, figure géométrique.
tu as l'œil. Qu'est-ce que vous faites varier? La hauteur. La hauteur. Et la hauteur, c'est quoi dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe entre le moment là où on lâche la bille ici, le moment où ça tape, et le moment... La vitesse. La vitesse, voilà. Les élèves continuent à réfléchir à leur protocole en effectuant des tests expérimentaux avec le matériel proposé. Cette phase de tâtonnement leur permet d'affiner leurs idées et leur compréhension du problème posé. C'est une première étape dans la construction de leur protocole qui leur permettra par la suite d'aboutir à des mesures précises. Là, on va déjà ranger et faire un petit bilan pour voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. D'accord ? Quelles ont été vos difficultés dans la réalisation de vos protocoles? Je vous écoute. Le couscous, ça se referme. Vous laissiez la bille telle quelle ou vous enleviez la bille? Quelquefois on l'enlevait, quelquefois on l'a mis. Est-ce que vous avez fait varier la taille, la vitesse? Oui. La taille et la vitesse? Oui. Les deux? Oui. Qui a testé des différences de hauteur dans le lâcher? Il y a Gabriel. Ils ont pris les mêmes billes pour ne faire varier qu'un seul paramètre. Les mêmes billes, de même taille. Hein? Donc petite bille, hein, je crois que c'était ça, petite bille, avec des lâchers différents. Ensuite, ils ont fait un deuxième test avec des moyennes, avec des hauteurs différentes. Des critères pour bien faire des expériences. Plusieurs séries d'essais. À chaque essai, je reformule, à chaque essai, un seul paramètre change. Mesuré avec des outils. L'enseignant joue un rôle important pendant la mise en commun des travaux, en relançant les échanges et en demandant aux élèves de préciser leurs idées et leurs difficultés. Lors des interactions avec les élèves, il les amène aussi à souligner certains points essentiels d'une démarche scientifique. La variation d'un seul paramètre au cours des expérimentations en prenant les mêmes billes par exemple, lâchées de hauteurs différentes, la nécessité d'effectuer des mesures et le principe de reproductibilité en sciences qui nécessite de réitérer les essais. Cette mise en commun permet de réaliser un bilan intermédiaire à la fin de la première séance. On va se remémorer un petit peu ce qu'on avait fait à la fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais marqué des critères pour mener à bien les expériences par rapport à vos essais, vos expérimentations. Je vous ai remis au propre notre petit rappel là, d'accord ? Une synthèse écrite concernant les points saillants de la démarche scientifique permet de faire le lien avec la séance précédente. Le cratère, il est pas rond. Comme là, on s'y perd parce qu'on ne sait pas quelle bille est quelle bille. Donc, on pourrait peser la bille avant de faire l'expérience. Moi je vais le lâcher sinon c'est pas. 1,90 m. D'accord, c'est droit là? Ouais. Tu marqueras le diamètre? 36 mm. Voilà. Les élèves affinent leur protocole. Ils s'interrogent sur ce qu'il faut mesurer et sur la manière de le faire. Ils le mettent en œuvre et notent leurs résultats. L'enseignant aide certains groupes à déterminer ce qu'ils doivent mesurer et à noter ces mesures. Concernant la mesure en sciences, on peut prévoir également au cours de l'année des moments d'échange entre élèves sur les différentes méthodes de mesure mises en œuvre et ainsi travailler la précision des résultats. Pour rédiger les observations, vous allez vous servir de quoi? De l'ardoise. De l'ardoise. De l'ardoise où vous avez écrit vos observations. Ensuite, vous pouvez faire un schéma. Vous pouvez tout à fait vous répartir les tâches. Pour la profondeur du A, ouais. 1,6. Et la profondeur pour B, c'est combien 1,7. C'est chacun son schéma. Bah non, sinon après ça veut dire... Bah ouais, du coup après ça va faire un peu bizarre. L'enseignant demande à ses élèves de rédiger une conclusion se basant sur l'analyse des données récoltées. Pour cela, il précise aux élèves qu'ils vont devoir utiliser les notes prises sur leur ardoise. Alors moi j'ai une question.
Est-ce que vous êtes capable, là, avec votre travail, de faire une petite conclusion, c'est-à-dire de me dire si un des paramètres ou plusieurs paramètres font varier la taille des cratères? On a lâché une bille de 10 cm, ça a fait un cratère très profond. On a lâché cette même bille de 30 cm, ça a fait un cratère moins profond, et de 50 cm plus profond aussi. Donc il n'y a pas trop... Les résultats ne sont pas concluants, quoi. Tu t'attendais à d'autres résultats. Merci. Est-ce qu'il y a un autre groupe chez les CM2? Nous avons observé que ça dépend de quelle matière nous utilisons comme sol. Car si on utilise de la farine, le cratère sera de la forme de la météorite, tandis que si on utilise de la semoule, le cratère se refermera et il ne prendra pas la forme de la météorite. Les élèves, par petits groupes, présentent une conclusion orale à partir des comptes rendus d'expérience qu'ils ont rédigés. Lors de cette dernière phase, l'enseignant aide les élèves dans la formulation des conclusions. Certaines expériences sont non concluantes, d'autres permettent déjà de conclure. Par la suite, une conclusion plus large permettant d'institutionnaliser les connaissances mises en évidence lors de l'investigation sera rédigée. Mais ceci nécessite d'avoir accès à des informations complémentaires qui seront obtenues ici par l'exploitation d'un logiciel de simulation et une recherche Internet. Une phase de réinvestissement des connaissances est nécessaire pour compléter la séquence. Par exemple, en posant à la classe cette question: comment obtenir des cratères de même diamètre avec des billes de masse différentes? Pour faire le lien avec l'énergie, on peut de manière très qualitative expliquer aux élèves qu'il existe une grandeur qui fait le lien entre la masse et la hauteur des billes et la taille du cratère. Cette grandeur est l'énergie. Ainsi, par exemple, une bille aura plus d'énergie si son altitude ou sa masse augmente. Voyons maintenant les différentes modalités d'organisation de la classe. Il apparaît une alternance entre les moments de travail individuels, en petits groupes et en classe entière. Cette alternance est propice à l'expression des idées des élèves. Elle favorise l'appropriation des compétences et connaissances pour le plus grand nombre. Pour conclure, un enseignement des sciences fondé sur l'investigation place les élèves au centre du processus d'apprentissage. Cet enseignement propose aux élèves de prendre en charge une investigation de manière plus ou moins autonome, en favorisant la réflexion individuelle et collective. Les modalités pour répondre à la question de départ peuvent être variées. Elles peuvent nécessiter la mise en œuvre d'observations, d'expérimentations, de modélisation, d'essais-erreurs ou bien encore l'utilisation de ressources documentaires. N'oubliez pas que les grandes étapes qui ont été présentées précédemment le sont à titre indicatif. En fonction de la thématique choisie et du niveau des élèves, les investigations en classe peuvent revêtir des déroulements bien différents. Par essence, l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation n'est pas un enseignement figé ou contraint par une suite immuable d'étapes. Cet enseignement dépend grandement de l'avancée des travaux des élèves et de leur compréhension des phénomènes observés.